De la dentelière à la pianiste et elle, Isabelle Huppert a offert au cinéma certaines de ses performances les plus inoubliables. Depuis des décennies, elle captive le public avec des personnages marqués par la force, la complexité et la douleur. Mais derrière les récompenses et les éloges de la critique se cache une femme qui a traversé les épreuves de la perte, les sacrifices personnels et les pressions implacables d'une carrière exigeante qui laisse peu de place au répit. Aujourd'hui, nous regardons au-delà des rôles pour révéler les défis qui ont marqué ces dernières années. Devenir une star et porter le poids des attentes. Isabelle Anne-Madeleine Huppert est née le 16 mars 1953 dans le 16e arrondissement de Paris, au sein d'une famille où l'intellect, l'art et la discipline étaient les piliers du quotidien. Son père, Raymond Huppert, était un industriel prospère à la tête d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de coffres-forts, un homme de précision et de responsabilité, fait commandeur de la Légion d'honneur. Sa mère, Annick Beau, était une professeure de piano passionnée, amoureuse de littérature et de culture. C'est d'elle qu'Isabelle a hérité son profond respect des arts. Tandis que l'univers de son père était bâti sur la logique et l'ordre, celui de sa mère était façonné par les mélodies, les histoires et la quête de la beauté. Le foyer Huppert résonnait de voix, d'idées et d'ambition. Isabelle, benjamine de 5 enfants, se sentait souvent à la fois protégée et observée. Ses frères et sœurs traçaient chacun leur chemin entre intellect et créativité. Un frère, Rémi, devenu écrivain et consultant, des sœurs attirées par la sociologie, la réalisation et la peinture. Élevée à Ville-d'Avray, une banlieue paisible près de Paris, Isabelle grandit entourée de livres, de musique et d'une attente discrète qu'elle excelle à son tour. Son enfance ne fut pas marquée par des rébellions bruyantes ou des rêves tapageurs de célébrité. Ses premières années furent celles d'une enfant sensible et curieuse. Elle évoqua souvent ce souvenir. Enfant, elle croyait ses traits indistincts, pâles, tachetés de taches de rousseur, invisibles. Ironie du destin, ce visage qu'elle jugeait banal devint l'un des plus énigmatiques du cinéma. En vérité, Isabelle cherchait l'attention à sa manière. Elle aimait chanter devant sa famille, réciter, être regardée, non par vanité, mais par besoin de lien et de reconnaissance. C'est sa mère qui repéra en elle l'étincelle du jeu et l'encouragea vers le théâtre. À 14 ans, Isabelle commença des cours d'art dramatique, un choix qui planta les graines de son avenir. Loin des feux de la rampe, ses premières leçons étaient faites de discipline, de précision, de compréhension des émotions. Elle formait l'actrice, pas la star. Isabelle s'épanouit dans ce monde d'études et de rigueur où elle pouvait explorer l'âme humaine sans se mettre à nu. Après des études secondaires au lycée Florent Schmitt de Saint-Cloud, elle partagea son temps entre ambition artistique et parcours académique. Elle s'inscrivit au Conservatoire de Versailles, tout en étudiant les langues slaves à l'INALCO. Ce double parcours reflétait sa nature. Une artiste capable de disparaître dans un rôle, une intellectuelle en quête de sens. Elle poursuivit sa formation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris, auprès de maîtres comme Jean-Laurent Cochet et Antoine Vitez. Ces années forgèrent sa technique et sa philosophie. Le jeu véritable exigeait vulnérabilité et retenue. Les silences valaient plus que les mots. Ce style devint sa signature. Subtil, complexe, profondément humain. Au début des années 1970, elle fit ses premières armes dans des rôles modestes. Faustine et le bel été, glissement progressif du plaisir, laissaient entrevoir sa profondeur. Mais c'est la dentelière en 1977 qui révéla son talent au monde. Dans la peau de Béatrice, jeune femme détruite par l'amour et la solitude, elle livra une interprétation d'une vérité bouleversante. Récompensée par le BAFTA de la meilleure révélation, elle prit alors place parmi les plus grands. Mais la reconnaissance apporta un fardeau invisible. Isabelle devint l'incarnation d'un art sans compromis, multipliant les collaborations prestigieuses. Claude Chabrol, Michael Cimino, Jean-Luc Godard. Avec chaque projet, l'attente grandissait.
Isabelle Huppert était celle qui osait, qui payait de sa personne avec grâce. Pourtant, derrière cette image d'audace artistique se cachait une femme étrangère au faste du cinéma. Elle-même l'avoua. Les tapis rouges, les fêtes ne l'attiraient pas. Tandis que ses pairs fréquentaient les clubs iconiques, Isabelle préférait les longues marches dans Paris. Ce n'était pas la célébrité mais la curiosité qui guidait son succès. Et si son nom resta synonyme de génie et de risque, ce parcours l'isola peu à mesure que le poids des attentes se faisait plus lourd. Adopter des rôles difficiles et affronter la solitude. Au fil des années 1980 et 1990, alors qu'Isabelle Huppert se forgeait une place parmi les actrices les plus audacieuses du cinéma mondial, elle construisait aussi en silence une vie de famille, à la fois refuge et fragile exercice d'équilibriste. Tandis que le public la voyait incarner des personnages marqués par la violence, la trahison et le chaos intérieur, que ce soit la célèbre Violette Nozière dans l'exploration psychologique de Claude Chabrol, ou la domestique brisée de La Cérémonie, peu imaginaient la douceur qui régnait dans son foyer. Derrière la figure imposante de l'actrice se tenait une mère résolue à offrir à ses enfants une vie à 1000 lieues des tempêtes de ses rôles à l'écran. Isabelle rencontra Ronald Chama au début des années 1980, un réalisateur et producteur qui devint à la fois son partenaire professionnel et l'encre de sa vie personnelle. Ils se marièrent en 1982, unis par une passion commune pour le cinéma, aussi intellectuelle qu'émotionnelle. Mais à l'opposé des relations tourmentées qu'elle jouait à l'écran, leur union fut marquée par le respect mutuel et une discrète constance. Ensemble, ils eurent 3 enfants. Lolita, née en 1983, Lorenzo en 1988 et Angelo, près d'une décennie plus tard, en 1997. Chaque naissance survint à un moment où la carrière d'Isabelle atteignait de nouveaux sommets et chaque fois, elle fit le choix conscient de se tenir entre 2 mondes, celui de la reconnaissance internationale et celui des histoires du soir, des trajets scolaires et des dîners en famille. Pour l'extérieur, cela pouvait sembler impossible. Comment une femme qui incarnait les personnages les plus troublants du cinéma moderne pouvait-elle préserver une vie familiale normale? Mais Isabelle y tenait. Elle protégea ses enfants des projecteurs, imposant la normalité même lorsque son visage s'affichait sur les affiches de Cannes à Venise. Son fils Lorenzo le raconta plus tard. Son enfance fut remplie des mêmes joies et routines simples que celles de ses camarades. « Elle nous a protégés, dit-il. Elle a rendu notre environnement normal. » Le foyer, malgré ses liens avec le cinéma, n'était pas un lieu de première ni de fête incessante. C'était un endroit où Mary Poppins et le Kid de Chaplin tournaient en boucle, où les rires et le réconfort emplissaient les intervalles entre les projets exigeants d'Isabelle. Et pourtant, même avec la richesse de la vie familiale, la solitude s'infiltrait parfois. Isabelle avait toujours reconnu se sentir étrangère au système des stars, préférant la réflexion et la découverte au tourbillon social de la célébrité. Tandis que d'autres stars de sa génération embrassèrent le glamour des nuits parisiennes, les clubs, les cercles de mode, les fêtes sans fin, Isabelle arpentait les rues silencieuses de la ville, souvent seule. Sans permis de conduire, elle s'était approprié Paris, explorant ses recoins, en quête d'inspiration et d'abri. Ses promenades solitaires devinrent une métaphore de sa vie. Engagée dans le monde, mais toujours un pas de côté, plus observatrice que participante. Même dans son mariage, Isabelle conserva un esprit farouchement indépendant. Ronald, profondément présent, savait qu'il partageait son épouse avec un monde de vie imaginé et de performances intenses. Leur couple dura grâce à cette compréhension et grâce à leur attachement commun à la discrétion qui préservait leur famille. Ensemble, ils fondèrent les Films du Camélia et Camélia Cinémas, des entreprises qui permirent à Isabelle de contribuer au cinéma qu'elle défendait, tout en nourrissant leurs liens et leur vision artistique partagée. Avec les années, la dualité de l'existence d'Isabelle s'accentua. Pour le monde,
elle resta la star intouchable. La femme aux regards énigmatiques, au rôle courageux, à l'engagement inébranlable. Mais chez elle, elle était la mère qui aidait au devoir, qui savourait les moments tranquilles autour de la table, qui se réjouissait des petites victoires et des combats de ses enfants. Et toujours, en filigrane, la solitude, la compagne inévitable de celle qui avait tant donné à l'art de devenir les autres, et qui, ce faisant, peinait parfois à simplement être, affronter la tragédie personnelle et la douleur de la perte. La dernière décennie de la vie d'Isabelle Hooper a été assombrie par des pertes qu'aucune récompense, aucune ovation debout ne pouvait apaiser. La plus dévastatrice survint en novembre 2022, lorsque sa fille Lolita, qui avait suivi les traces de sa mère dans le métier d'actrice, vécut l'impensable. À 5 mois et demi de grossesse, le monde de Lolita s'effondra en un instant. Une rupture prématurée des membranes entraîna la naissance avant terme de son bébé, Kolya, qui s'accrocha à la vie pendant seulement 12 jours. Ces jours, empreints d'un espoir fragile et d'une angoisse indicible, s'achevèrent dans le silence. Un silence qui enveloppa la famille d'un chagrin si profond qu'il semblait impossible à exprimer. Isabelle, qui avait passé sa vie à donner une voix aux personnages prisonniers de la douleur et du désespoir, se retrouva face au chagrin sous sa forme la plus brute. Impuissante, elle assista à la souffrance de sa fille et pleura en grand-mère un être à peine né. La perte de Lolita était aussi celle d'Isabelle, une brèche dans la joie familiale qui marqua à jamais chaque réunion par l'absence de Kolya. Les plaisirs simples de la vie domestique devinrent des rappels de ce qui avait été arraché. Le foyer qui avait toujours été son refuge lui parut un temps vidé par le deuil. Pourtant, au cœur de cette obscurité, Isabelle fut témoin de la résilience extraordinaire de Lolita. En mai 2024, Lolita publia « J'ai regardé la nuit tomber », un livre où elle livra sa douleur et sa lutte pour retrouver un sens après le drame. Isabelle parla de cet ouvrage avec une fierté mêlée de chagrin. Elle le qualifia d'œuvre d'une rare beauté, non seulement un récit du chagrin, mais un accomplissement littéraire transformant la dévastation intime en quelque chose d'universel et de durable. Et malgré toute son admiration, le deuil d'Isabelle demeurait. Cette douleur de savoir qu'elle n'avait pu protéger sa fille d'une telle souffrance. Cette tragédie personnelle surgit au moment même où Isabelle affrontait sa propre fragilité face au temps qui passe. Quelques mois plus tôt, en février 2022, elle s'apprêtait à recevoir l'un des plus grands honneurs du cinéma, l'Ours d'or d'honneur de la Berlinale pour l'ensemble de sa carrière. Mais alors qu'elle se préparait à se rendre à Berlin, un test positif au Covid-19 l'en empêcha. La maladie la priva de la scène, des applaudissements de ses pairs, de cet hommage qu'elle ne put recevoir qu'à distance, par un message vidéo digne et empreint de grâce. Pour une artiste qui avait toujours donné tant d'importance à la présence, cette absence imposée résonna cruellement avec la perte personnelle qu'elle allait bientôt endurer. Et ainsi, les distinctions continuèrent d'affluer, accompagnées d'une douleur qu'aucune reconnaissance ne pouvait apaiser. Combattre les ombres de la célébrité au crépuscule de la vie. Ces dernières années, la santé d'Isabelle Huppert est devenue discrètement une source d'inquiétude pour ceux qui ont suivi sa longue et brillante carrière. Désormais septuagénaire, l'actrice continue d'accepter des rôles exigeants dans des films comme La Daronne et La Syndicaliste, sans montrer le moindre signe de retrait artistique. Mais en coulisses, les marques de fatigue physique commencent à se faire sentir. La plus visible apparut lors du 78e Festival de Cannes en mai 2025, où Isabelle, alors âgée de 72 ans, foula le tapis rouge dans une saisissante robe chartreuse signée Balenciaga. Si la presse mode salua son audace stylistique, nombre d'observateurs ne purent ignorer le changement dans son allure. Des vidéos circulèrent en ligne, la montrant marchant avec précaution, ses pas lents et mesurés,
comme si chaque mouvement nécessitait un effort. Sa posture semblait plus raide que par le passé, son regard parfois lointain, suscitant immédiatement des spéculations sur le poids des années et des décennies de travail intense. Ces images déclenchèrent un flot de commentaires sur les réseaux sociaux. Les admirateurs exprimèrent à la fois leur admiration pour sa grâce et leur inquiétude face à sa fragilité apparente. Les phrases « elle a l'air épuisée » et « elle semble vaciller » revinrent fréquemment. Certains se demandèrent si elle luttait contre une maladie ou si elle faisait simplement face à la fatigue d'un rythme implacable et aux effets naturels du temps. À travers ces épreuves, Isabelle est restée silencieuse sur sa santé. Jamais elle n'a évoqué publiquement les signes visibles de fatigue ou de difficultés physiques, fidèle à sa préférence de toujours pour la discrétion. Ceux qui la côtoient affirment qu'elle continue de travailler avec la même discipline qui la caractérise depuis ses débuts au conservatoire. Mais le contraste entre les personnages puissants et intrépides qu'elle incarne encore à l'écran et la femme plus fragile aperçue lors des apparitions publiques est frappant. Celle que l'on célébrait jadis pour son énergie infatigable et son indépendance, des qualités qui lui permettaient de parcourir les villes seule, d'embrasser la solitude, de rejeter les excès de la célébrité, fait désormais face à la vérité discrète mais inexorable de l'âge. Son rapport à la célébrité lui-même a évolué. Bien que désignée plus grande actrice du XXIe siècle par le New York Times en 2020, et bien que des réalisateurs comme Wes Anderson continuent de lui confier des projets d'envergure, Isabelle a toujours tenu la notoriété à distance. Dans ses interviews, elle a clairement affirmé que ce n'était pas la lumière des projecteurs qu'elle recherchait, mais l'occasion de se perdre dans des rôles complexes et exigeants. Mais à mesure que l'âge attire l'attention sur son état physique, l'éclat de la célébrité peut sembler moins un hommage qu'une intrusion. Une lumière crue qui dévoile une vulnérabilité qu'elle préférerait garder secrète, s'accrocher à l'art et à la réflexion au milieu des incertitudes. Ces dernières années, Isabelle Huppert est restée fidèle à cet art qui a façonné toute sa vie. Même si l'âge apporte des défis physiques inévitables, elle refuse de se replier vers des rôles plus faciles ou des choix attendus. Après des décennies de reconnaissance internationale, elle continue de sélectionner des projets qui repoussent les limites et exigent une véritable profondeur émotionnelle. Dans Les Promesses, elle incarna une mère confrontée aux complexités du compromis politique, apportant à ce rôle une subtilité et une précision qui reflétaient autant les luttes personnelles que les tensions d'une société plus large. La même année, elle prêta sa voix à L'Île aux chiens, acceptant un rôle initialement prévu pour Frances McDormand, preuve de sa volonté de collaborer au-delà des genres et des frontières. Son engagement pour la scène est tout aussi inlassable. En 2021, elle reçut des critiques élogieuses pour sa performance dans La Cérisée, mise en scène par Thiago Rodrigues. Public et critique saluèrent l'intensité qu'elle apporta au classique de Tchekhov, sa présence demeurant intacte malgré le poids des années. Isabelle aborde chaque production théâtrale avec la même rigueur qui a toujours marqué sa carrière au cinéma. Des répétitions minutieuses, une immersion totale et la quête des vérités émotionnelles les plus brutes de chaque personnage. Hors de la scène et des plateaux, la vie d'Isabelle est faite de rituels discrets et de réflexions. Elle reste profondément attachée à Paris, une ville qu'elle explore à pied avec la même curiosité qui l'avait d'abord attirée vers le théâtre. Sans permis de conduire, elle arpente les rues comme elle l'a toujours fait, découvrant les recoins cachés et les beautés inattendues de cette ville qui continue de l'inspirer. Marcher, pour Isabelle, est bien plus qu'un moyen de se déplacer. C'est une méditation, une façon de traiter les complexités de son monde intérieur et les exigences de son métier. Sa vision de l'art et de la vie est devenue de plus en plus contemplative. Dans ses entretiens, elle évoque le théâtre comme un refuge, un lieu rare où la connexion reste authentique dans un monde de plus en plus fragmenté. Elle décrit la scène comme un espace où acteurs, auteurs, techniciens et spectateurs se réunissent dans un but commun, créant quelque chose qui dépasse l'individu. Aujourd'hui septuagénaire, Isabelle parle moins d'ambition que de découverte. Ces petites révélations qui naissent de l'attention
de la patience et de l'ouverture. Son chemin reste celui de l'exploration, même si le temps impose ses limites. Sous sa détermination tranquille se cache la réalité d'une femme qui a tout donné à son art et qui affronte les incertitudes de la vie avec grâce, discipline et une dévotion intacte pour l'art. L'histoire d'Isabelle Huppert est celle d'un éclat forgé par le dévouement et la résilience. Avez-vous déjà vu un de ces films? Lequel vous a le plus marqué? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres portraits de figures remarquables. Merci de nous avoir suivis.